Alors, Satyajit Ray, nous sommes très contents que vous soyez venu nous rendre visite en France. Et puis-je vous présenter Claude Sauté, qui est un grand réalisateur français. Il a fait des films que tous les Français connaissent, César et Rosalie. Le dernier, c'est Un mauvais fils. Et Vincent-François Paul. voilà. Et vous avez et aussi fait le célèbre film Les choses de la vie. Oui. C'est celui qui vous a fait connaître, je crois, Oui. les Français. Oui, oui. Et puis, il y a Monsieur Simon, Michel Simon, qui est un critique, qui est un journaliste. Il appartient à un grand hebdomadaire parisien. Il écrit dans Positif, qui est un journal très connu de critique cinématographique et d'études cinématographiques. Et il est professeur de civilisation américaine à Paris 7. Alors, je crois que tous les deux, vous aimez l'œuvre de Satyajit Ray. C'est pourquoi vous êtes là. Oui, absolument. Moi, ça fait très longtemps, depuis que Pater Panchali a été montré en France, ça fait 15 ans, plus 15 ans, 20 ans, que j'ai admiré l'œuvre de M. Rai. Je dirais Rai parce qu'en bengali, on dit Rai, et en hindi, on dit Ray. Il est plus connu sous le nom de Ray, mais je dirais Rai. Alors, nous allons utiliser les deux termes. Ray, pour moi, parce que j'y suis habituée, et Rai pour vous. C'est une œuvre considérable. Il y a déjà 20 films qui ont été réalisés par M. Ray, ou M. Rai, et on ne la connaît pas assez en France. Et c'est merveilleux ce soir de pouvoir parler avec lui de ces films. Alors, Claude Sauté, je crois que vous avez été très impressionné, comme moi, par le salon de musique. Oui, j'étais impressionné, bouleversé aussi, parce que en même temps, on accède par ce film et les moyens extrêmement simples et subtils qu'il emploie à un univers qu'on ne connaît pas, qui est donc un exotisme géographique, historique. Et en même temps, ça nous semble tout le temps proche, comme si les personnages étaient très familiers. Et cette histoire de décalage innocent entre ce personnage qui ne voit pas le monde se changer autour de lui apparaît par des moyens qui sont tellement simples et éloquents. Je crois que le plus grand signe dans le film, c'est qu'on croit que le film se passe au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et d'un seul coup, nous entendons un bruit de tracteur ou de moteur, c'est ça. Et ça, c'est le génie. Mais est-ce que la particularité, le génie, comme vous venez de dire, n'est pas que c'est aussi une histoire universelle dans le temps et dans la chose profonde de l'être, c'est-à-dire justement ce temps qui passe. Je crois que, indépendamment de la musique, dans la musique aussi, c'est évident, c'est que l'histoire est quelque chose de très simple, d'exemplaire, identifiable, effectivement. Mais moi, je voudrais poser une question justement à M. Rai. Le film a été montré il y a 2 ans à la télévision et il vous a fait connaître vraiment à un nombre extraordinaire de Français. Et c'est un film qui a eu un très grand écho. En même temps, c'est peut-être le film le plus spécifiquement indien que vous avez réalisé. Alors, est-ce que ça vous a surpris et qu'est-ce que c'est que ce film pour vous? En fait, c'est un film qui a été fait une fois que j'avais terminé les 2 premières parties de la trilogie. Et la première partie a été un grand succès, la deuxième partie n'a pas été un succès, financièrement parlant, s'entend. Et je voulais faire quelque chose de différent. Je ne pensais pas à une trilogie lorsque j'ai commencé à faire ce film. Et je me suis demandé que la musique, la danse, étaient, si vous voulez, des ingrédients acceptables pour le cinéma indien. Et je me suis dit que je devrais peut-être faire quelque chose dans cette direction-là. Et j'ai trouvé cette courte histoire, qui a été écrite d'ailleurs par un très célèbre écrivain de roman. Et j'ai trouvé ce personnage du Samindar, du seigneur féodal. Et pour moi, c'était un personnage très pathétique, pour les raisons d'ailleurs qu'a dit M. Sauté. Son monde se terminait et il voulait encore s'y raccrocher néanmoins. Et il ne se rendait pas compte que ce monde se désintégrait autour de lui. En plus de cela, ces seigneurs féodaux étaient souvent des mécènes, si vous voulez, de la meilleure musique classique indienne. Donc, la musique était un élément de l'histoire. La danse faisait partie intégrante de l'histoire. Et je pensais donc que ce serait un film intéressant à faire, en contraste avec la trilogie qui parlait du village et des gens pauvres. Là, nous avons affaire à un homme riche qui avait encore cet énorme palais dans lequel il vivait. Et sa vie tirait à sa fin. Et voilà pourquoi
j'ai été attiré par cette histoire. Voilà pourquoi j'ai fait ce film. Quoique, en écrivant le scénario, une évolution a eu lieu. C'est devenu une étude plus approfondie du système féodal en décadence. Je ne sais pas si j'ai réussi à toucher un très grand public, je ne sais pas, mais c'est un film qui m'a fait beaucoup de plaisir pour le faire. Et le personnage m'a fasciné. Et l'occasion que cela me donnait d'utiliser vraiment la meilleure musique classique que nous ayons en Inde à cette époque-là. Oui, je voulais dire justement que ce qui m'avait réellement frappé, c'est que, en dehors donc du thème universel profond qu'on a dit sur le vieillissement de ce féodal, c'est qu'il a, et c'est pourquoi les Français ont dû être touchés, c'est que par quel moyen traitant un thème presque impossible, c'est-à-dire quelqu'un qui a la musique comme drogue, n'est-ce pas, et une musique que nous ne connaissons pas, comment se fait-il que nous soyons rentrés dedans, mais suspendus entièrement jusqu'à la fin? C'est-à-dire que c'était une ouverture de connaissance à la musique, ce qui est une chose énorme sur une musique que nous ne connaissons pas. Eh bien, c'est un film, celui-là, que j'ai fait sans penser du tout à un public étranger. Et j'étais tout à fait conscient du fait que j'utilisais une musique dont l'expression était totalement étrangère à un public occidental. Et je suis surpris avec un très grand plaisir qu'en Occident, et même avant la France d'ailleurs, ait compris. Et ça a été un succès aux États-Unis, ça a été un succès en Angleterre avant la France. Et j'ai toujours été très surpris que cette musique, qui est après tout tellement inconnue, étrangère, exotique pour les Occidentaux, je ne sais pas. Mais ça a accroché, ça a marché. Et pour moi, c'est toujours un mystère, d'ailleurs. Il y a une chose très, très caractéristique chez vous, c'est que vous composez la musique de vos films, ce que peu de metteurs en scène, on pense à Chaplin, mais ils ne sont pas nombreux, font. À partir de quand avez-vous commencé à écrire la musique de vos films et pourquoi? Eh bien, en fait, le salon de musique a été composé par un autre compositeur de musique. Moi, j'ai commencé moi-même beaucoup plus tard. Je ne savais même pas que je serais capable de le faire. C'est simplement que la musique était le premier amour de ma vie, avant même que je m'intéresse au cinéma. J'étais bien sûr un fan, j'étais très intéressé par le cinéma, mais ce n'est pas la même chose que maintenant. Mais j'aimais toujours la musique. J'ai grandi dans une ambiance musicale. Tout le monde du côté de ma mère chantait. Mon grand-père jouait du violon, était compositeur lui-même de chansons d'ailleurs. Et donc, mais j'ai découvert la musique classique occidentale avant de m'intéresser moi-même à la musique classique indienne. Je la connaissais, je la sentais autour de moi, mais je ne la sentais pas profondément. Le monde de la musique occidentale était un monde musical tout nouveau que j'ai découvert presque par accident. Il se trouve qu'il y avait un disque d'un seul mouvement, d'ailleurs, du concerto pour violon de Beethoven chez moi. Je ne sais pas qui l'avait acheté, je ne sais même pas comment c'est arrivé chez nous, mais j'avais ce disque. Et je l'ai entendu quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans. J'étais petit garçon et je l'adorais. C'était le rondo, d'ailleurs, le dernier mouvement. Et voilà ce qui a déclenché mon intérêt pour la musique. Et ensuite, c'est devenu quelque chose de profond et de sérieux. J'ai commencé à écouter la musique classique sur disque et avec d'ailleurs des partitions miniatures. Je lisais les partitions en écoutant le disque. Et j'ai commencé ensuite à constituer ma propre discothèque. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. J'achetais un mouvement un mois, le deuxième mouvement le deuxième mois et le troisième mouvement le mois suivant. Et petit à petit, j'ai constitué ma collection. Mais quand j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à utiliser d'autres compositeurs. En fait, ce n'étaient pas des vrais compositeurs, c'était des virtuoses. Ravi Shankar a travaillé pour moi 4 fois. Ali Akbar a été et Vilayat Khan aussi, qui était un virtuose extraordinaire pour la salle de musique. En fait, d'abord, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser leur talent, leur exécution de la musique. Je pensais que l'on pouvait utiliser une musique classique très, très bien jouée comme musique de fond. Et ce n'étaient pas donc des compositeurs qui avaient composé pour le film. Et si je leur disais, voilà, il faut écrire une musique de telle ou telle façon pour 17 secondes ou 19 secondes ou 2 minutes, si je leur disais cela, ils étaient perdus. Ils ne savaient absolument pas comment s'y prendre. Alors, ce qu'ils ont fait, et ce que moi j'ai fait moi-même ensuite, c'est
de leur faire jouer différentes sortes de musique en 3 minutes, 4 minutes, simplement. Et tout le travail a été ensuite fait en salle de montage. Mais ce n'était pas tout à fait la bonne méthode. Ce n'était pas une méthode satisfaisante pour travailler avec des gens qui sont de vrais compositeurs. Et eux, petit à petit, sont devenus célèbres internationalement. Donc, ils étaient souvent à l'étranger, faisant quelquefois des performances en France ou en Angleterre. Et donc, je n'avais personne. Alors, je me suis dit, je vais essayer moi-même. J'avais appris la musique moi-même. Je suis autodidacte en musique. C'était difficile au début, mais j'ai appris. Finalement, j'ai appris.